Bonjour à tous et bienvenue dans cette session live de la nouvelle série Les experts cliniques Okina ou le MC Psychiatrie. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour suivre le direct et interagir avec nos intervenants. Cette session sera la première de plusieurs interventions dans l'année 2025 où nous vous proposons une multitude de contenus autour de la santé mentale qui est, comme vous le savez tous, une priorité gouvernementale pour cette année en France. Donc là, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Dr Françoise Linard, qui est psychiatre praticien attaché au service des maladies infectieuses et tropicales de la PHP depuis le début des années 90, avec un travail centré sur l'infection par le VIH. Et donc depuis 2021, vous vous concentrez aussi sur la prise en charge des patients souffrant du Covid long. Vous êtes également un militant en libéral, donc bonjour. Euh, j'ai le plaisir aussi d'introduire Dr Thierry Jacquemin, qui est aussi un ancien attaché dans le service des maladies infectieuses et tropicales de la PHP, avec un travail centré sur le VIH, pareil, et puis sur le Covid lent depuis l'apparition de ce virus. Et donc, vous êtes actuellement aussi psychiatre libéral. Donc, bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Juste pour ajouter un petit mot par rapport à vos travaux, donc vous avez participé aux travaux de la HAS, réponse rapide dans le cadre du Covid-19, également dans la rédaction de la fiche troubles psychiatriques et troubles cognitifs, et vous avez aussi été auditionné en juillet 2023 sur l'avis Covid lent rédigé par le COVAR, qui est le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Et c'est donc avec tout ce bagage que vous allez nous parler aujourd'hui de votre article qui est paru dans le MC Psychiatrie, disponible sur Clinical Now, donc vous le voyez à l'écran, qui s'intitule Les troubles psychiatriques et aspects psychologiques associés aux symptômes prolongés du Covid-19, donc le Covid lent, que vous avez aussi coécrit avec, si je ne me trompe pas, Dr Eric Gage et Dr Dominique Salmon-Serran. Vous voyez à l'écran là un aperçu de cet article disponible sur la plateforme Clinical Now avec le résumé et le sommaire à côté pour voir toutes les parties de l'article, mais vous allez rentrer dans le détail. Je vous laisse la main après cette introduction pour partager votre écran et commencer votre présentation. Et entre-temps, du coup, je vais profiter de ce moment pour rappeler à nos spectatrices et à nos spectateurs euh, que vous avez la possibilité de poser vos questions dans la box Q&R que vous voyez normalement au bas de votre écran. Et on va essayer avec le docteur de répondre au maximum de questions en fin de session. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et je vous laisse entre les mains de nos intervenants pour les 30 prochaines minutes. Voilà. Voilà, on voit bien notre écran. Voilà. Parfait. Hop. Encore une petite manœuvre. Voilà, je crois qu'on y est. Oui, parfait. Voilà. Donc, bonjour à tous. Merci de votre présence. Myriam nous a parfaitement présenté. On va vous parler donc d'un sujet assez compliqué puisque déjà, rien que la définition doit être précisée. Les hypothèses physiopathologiques sont en constante évolution. Donc voilà, on va essayer de vous faire le point sur ce dont on parle aujourd'hui, avec les questions méthodologiques de notre travail de l'EMC, les facteurs, l'épidémiologie, la clinique, les aspects psychopathologiques et quelques mots sur la prise en charge. Alors, comme vous le comprenez, c'est un sujet pour lequel en psychiatrie, beaucoup de questions se posent. La première qui se pose, c'est que finalement, dans cette infection, quelle est l'importance des troubles psychiatriques, quelle est leur étiologie? Les différences, il y a différentes hypothèses physiologiques, en particulier l'inflammation cérébrale prolongée, la destruction ou le blocage des microvaisseaux, éventuellement l'impact du virus sur le système nerveux central. Il y a des chercheurs de Pasteur qui travaillent sur ces questions-là. La persistance virale à très bas bruit dans l'encéphale, des processus auto-immuns. Évidemment, il y a des aspects psychodynamiques qu'on évoquera également, les conséquences des conditions psychosociales altérées, et puis une hypothèse qui fait vraiment polémique aujourd'hui, qui est celle du trouble somatique fonctionnel. Alors, la deuxième question concerne l'évolution de ces troubles psychiatriques, c'est-à-dire quelle est l'évolution spontanée,
quels sont les facteurs qui les entretiennent, quelles sont les propositions thérapeutiques existantes. Et puis, comme vous le savez peut-être, la prise en charge aujourd'hui est très difficile pour maintes raisons qui concernent aussi la psychiatrie. Voilà, je passe la parole à Thierry. Oui, bonjour à tous. Alors déjà, pour commencer, bien sûr, par la définition du Covid long. Donc, il existe plusieurs définitions. Là, j'ai mis un petit tableau pour vous voyez, au fond, en fonction des pays. Donc, vous avez la définition de l'OMS qui dit que c'est 3 mois après l'infection aiguë, avec des symptômes qui persistent au moins 2 mois, qui ne peuvent pas être expliqués par un diagnostic autre. Et on voit au fond au niveau du délai pour la définition du Covid long, une différence. Aux États-Unis, département de santé, c'est après 4 semaines. Donc, je rappelle, c'était 12 semaines pour l'OMS. Au Royaume-Uni, il y a deux définitions, une qui est de 4 à 12 semaines et l'autre plus de 2 semaines. Nous sommes en France, c'est l'HAS qui a donné sa définition que vous voyez ici. Donc, en France, on est au fond comme aux États-Unis sur des symptômes qui persistent au-delà de 4 semaines et non expliqués par un autre diagnostic. Il est précisé que le délai de 4 semaines n'est pas là pour définir une maladie, mais pour ne pas retarder la détection d'un diagnostic différentiel potentiellement urgent. C'est pour cela qu'on n'a pas repris la définition de l'OMS en France. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette maladie, c'est un peu comme ce qu'on a constaté dans le VIH, c'est que les patients ont eu un très grand rôle dans la construction de la notion de Covid long. Vous voyez le titre de l'article de patients dès 2021, puisque une des autrices, Elisa Perigo, a créé le hashtag long Covid le 20 mai 2020. Une autre française, une française a créé l'association Après J20, qui signifie que ces symptômes, elle a un Covid long, n'avaient pas disparu après 3 semaines, comme c'était initialement expliqué, c'est-à-dire qu'on nous parlait de grippette, on nous parlait de symptômes qui allaient être très, très brefs. Donc, je repasse la parole à Thierry. Alors, il faut savoir que le Covid long touche environ, selon les études, 4% de la population adulte, ce qui correspond en France à 2 millions de personnes. Ce sont des chiffres qui datent un petit peu de 2022. Comme il y a une amélioration progressive des symptômes, on pense qu'il y a un petit peu moins quand même de personnes touchées actuellement. L'étude britannique rapporte la persistance des symptômes, c'est 71% des patients après 1 an. 51% après 2 ans et 31% après 3 ans. Donc, on voit effectivement une diminution des cas de Covid long par une guérison progressive. Il se manifeste, alors ce Covid long, par de multiples symptômes. On en relève plus de 200 et ça touche au fond presque tous les organes. Mais parmi tous ces symptômes, ces 200 symptômes, il y en a 3 qui reviennent le plus souvent et qui sont les plus fréquents. Ce sont la fatigue intense, les troubles cognitifs, sur lesquels on viendra plus précisément, et enfin une dyspnée avec sensation d'étouffement au moindre effort. Alors, comme l'a rappelé Françoise tout à l'heure, il y a plusieurs hypothèses physiopathologiques et beaucoup de travaux. Voilà, beaucoup de travaux en cours. Oui, du Covid long. Donc, je les rappelle, elle en a parlé brièvement, la persistance d'antigènes viraux ou d'une infection virale à bas bruit, dans certains réservoirs, donc le virus persisterait, en particulier au niveau cérébral. Des anomalies immuno-inflammatoires, ça c'est très important parce que ça expliquerait peut-être une partie des dépressions et des troubles cognitifs. Une inflammation vasculaire, une atteinte mitochondriale, une dysbiose du microbiote intestinal et enfin une dérégulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien au niveau du système nerveux central, avec probablement une augmentation du cortisol. Et bien sûr, ces mécanismes peuvent être associés entre eux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a aujourd'hui pas de marqueur spécifique du Covid long. Voilà. Ce qui complique, bien sûr, évidemment, les recherches et l'épidémio.
Alors, justement, comment on a procédé pour écrire notre article? Classiquement, on a utilisé PubMed et avec des mots croisant ceux de Covid long et ceux spécifiques à la psychiatrie. Alors, la semaine dernière, 9 février, il y avait 2532 références sur PubMed uniquement pour long Covid et psychiatry, uniquement pour ces deux termes. Mais on a utilisé évidemment d'autres termes anglo-saxons comme chronic COVID-19 syndrome, late sequelae of COVID-19, long COVID, long haul COVID, etc. Il y a toute une série de dénominations Qui change tout différentes. le temps d'ailleurs, qui change, qui évolue longtemps, enfin depuis longtemps, et donc il y a à peu près aujourd'hui une dizaine de dénominations pour le Covid, non? Voilà. On a utilisé bien sûr pas seulement PubMed, mais d'autres sources comme les médias, les sites associatifs comme Après J20 dont vous a parlé Françoise, des témoignages et enfin notre propre expérience clinique. Alors, parmi tout le matériel qu'on a recueilli, bien sûr, on a marqué plusieurs limites classiques. Les travaux sont essentiellement quantitatifs et beaucoup plus rarement qualitatifs. Qualitatifs, c'est-à-dire les impacts sur la vie familiale, les revenus et l'emploi. Les traitements reçus pendant les études ne sont rarement documentés, renseignés, de même que les antécédents ou même la vaccination. Les facteurs psychosociaux, on les trouve quasiment jamais. Et donc, du coup, il y a une grande hétérogénéité des travaux, d'où une disparité des résultats. Les cohortes sont longitudinales ou transversales, multimonocentriques, elles sont simples ou des méta-analyses. Ces études ont été réalisées principalement les premières années au décours d'une hospitalisation, ce qui évidemment fausse un peu les chiffres et surtout une durée des études qui est variable. Ça peut être 4 semaines, 6 semaines, plusieurs mois, 1 an, 2 ans. On a repéré souvent l'absence de groupe de contrôle, des critères d'inclusion variables et aussi des échelles d'évaluation des troubles psychiatriques différents, donnant des résultats disparates quand on n'utilisait pas des questionnaires d'auto-évaluation. Voilà, les études qualitatives, donc de la même manière, elles vont être très très disparates avec différents modes de recrutement, le choix d'une catégorie spécifique de personnes, des méthodologies de collecte de données qui vont être très variables, des entretiens, des focus group, des écrits envoyés par Internet, etc. Évidemment, il y a différents types d'analyses. Il y a aussi l'intérêt de la médecine narrative dans les études qualitatives. Et puis, donc, tout ce qui est aujourd'hui très valorisé et très intéressant, comme les patients, comme les rapports faits par les patients, ou bien encore les études qui consistent à faire un consensus Delphi pour affiner les définitions. Alors, vous avez fait quelques diapos, mais on va passer très très vite. Le problème des études sans groupe témoin, c'est que, comme vous le savez, la santé mentale s'est énormément dégradée dans le monde depuis le Covid. Voilà, la dépression et l'anxiété ont augmenté de plus de 25% au cours de la première année de la pandémie. Ça, c'est pas tellement amélioré. Je vais passer très vite parce qu'on a très peu de temps. Voilà, là, je pense que certains connaissent Coviprev, la prévalence et l'évolution des indicateurs de santé mentale et problèmes de sommeil. La dernière étude, celle de l'extrême droite, à l'extrémité de la droite plutôt, de septembre 2023, on voit le sommeil, la dépression, l'anxiété, et ils ont rajouté assez rapidement la question du suicide. Voilà, donc tout ça pour dire que comment peut-on faire des études si on n'a pas des références témoins qui correspondent à un état général, un état de la population générale. Voilà, donc je vais passer la parole à Thierry. Voilà, on sait bien que c'est les jeunes qui ont été les plus impactés par l'épidémie, par les confinements. Et puis, il faut souligner aussi que le contexte actuel, c'est-à-dire tensions internationales, nationales, inflation, problèmes environnementaux, etc., contribue sans doute aujourd'hui aux questions de santé mentale, aux questions de la santé mentale altérée. Voilà, donc nous passons aux troubles psychiatriques. Aux troubles proprement dit, effectivement. Et tout d'abord, donc les troubles psychiatriques, dépression, anxiété, troubles du stress post-traumatique, troubles du sommeil, suicidalité, troubles cognitifs et troubles fonctionnels.
Donc, tout d'abord, les troubles dépressifs qui sont les plus étudiés dans les études, qui persistent souvent plus d'un an. Malheureusement, dans les études, les traitements ne sont pas renseignés et voilà, il faut savoir que le risque relatif de développer un trouble dépressif après une infection aiguë est augmenté de 6 à 11 d'après une étude qui a été réalisée par Taquet sur 1,5 million de personnes. La prévalence à 12 semaines, donc, selon les études, varie de 11 à 28 alors, l'intensité des troubles dépressifs est peu renseignée, mais c'est surtout des dépressions d'intensité légère. Les facteurs de risque, on va retrouver les mêmes pour tous les troubles psychiatriques. Ce sont les personnes ayant fait l'objet d'un diagnostic psychiatrique, un antécédent, donc la sévérité de l'infection, en particulier le passage en réanimation en unité de soins intensifs, l'isolement, l'âge avancé, le faible niveau socio-culturel, le sexe aussi, plutôt les femmes, et 2 patients sur 5, quand même, je signale, n'ont pas d'antécédents psychiatriques. Il y a des incidences transversales, c'est-à-dire ce qui peut aggraver la dépression, ce sont les troubles neurocognitifs, la fatigue, les troubles du sommeil, bon, et les douleurs post-Covid. C'est classique et bien sûr, ça entraîne une diminution de la qualité de vie. Ensuite, je passe aux troubles anxieux, donc là, peu d'études par rapport aux troubles dépressifs. Le risque relatif de développer un trouble anxieux est quand même de 11 à 15 un peu plus fréquent que la dépression, et une médiane de 19 à 22 des patients après 3 mois. Il faudrait comparer, bien sûr, on n'a pas assez d'études comparatives avec la population non infectée, trop peu d'études chez les patients non hospitalisés, et l'anxiété est-elle due au virus ou à d'autres facteurs comme la détresse psychosociale. Les facteurs de risque donc, sont les mêmes que pour les troubles dépressifs et l'évolution est plutôt très favorable avec une diminution importante à 6 mois. Et donc, à 2 ans après l'infection aiguë, on retrouve des chiffres identiques à ceux de la population générale. Ensuite, nous avons le trouble du stress post-traumatique avec une incidence de 13 à 15 C'est principalement chez les patients qui ont été hospitalisés pendant la phase aiguë. Comme on peut s'en douter, et donc ça constitue le facteur de risque principal. Le passage en réanimation entraîne donc finalement plus de troubles du stress post-traumatique que de dépression ou de troubles anxieux. Et contrairement à la dépression et à l'anxiété, ce sont des troubles qui vont persister souvent au-delà de 2 ans. Ensuite, les conduites suicidaires, donc trop peu d'études. Une étude française que quand même rapporte une prévalence de 5% environ, d'où la nécessité de conduire bien sûr de nouvelles études. Les troubles du sommeil quand même, qui est avec la fatigue un trouble très très fréquemment rencontré, puisqu'on a une prévalence qui oscille de 26 à 31% 3 mois après l'infection aiguë, et le risque est même plus important chez les patients qui n'ont pas d'antécédents d'insomnie. Et il faut voir que cette insomnie le plus souvent ne s'accompagne pas d'anxiété. Bien sûr, l'insomnie est un trouble transversal. Il y a quelques spécificités qui ont été relevées dans les études, comme des réveils nocturnes, des cauchemars ou un sommeil non récupérateur. Alors, nous passons aux troubles cognitifs, qui sont un des 3 troubles les plus fréquents du Covid long. Selon une étude allemande, 26% avaient une déficience quand même cognitive légère. Le problème, c'est que ça passe souvent inaperçu, y compris dans les études, et on a une prévalence 2 fois supérieure chez la population âgée. Alors, parmi ces troubles cognitifs, c'est le brouillard cérébral ou brain fog qui est le trouble le plus fréquent, hein, va à 30% après 3 mois. Alors, là, un petit article du Monde donc d'octobre 2024 qui insistait sur l'importance des atteintes cognitives après l'infection. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des spécificités cliniques de ces troubles qui permettent de les distinguer des autres troubles cognitifs qui sont surtout une altération sélective du fonctionnement exécutif, hein, donc des fonctions cognitives supérieures. Mais l'orientation attentionnelle n'est pas modifiée. Le brain fog, comme je l'ai dit, est le plus
fréquente ces troubles cognitifs et malheureusement, il est peu connu des généralistes et passe inaperçu. C'est un trouble, donc le brain fog, c'est un trouble également des fonctions exécutives, comme tous les troubles cognitifs du Covid long, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les fonctions exécutives? La concentration, l'attention, la mémorisation des informations, le jugement et le blocage des distractions. Il provoque donc du coup des troubles de la concentration, une difficulté à gérer l'information, des troubles de la remémoration, confusion, mauvais emploi des mots, troubles de la mémoire à court terme, diminution de la vitesse de performance, ralentissement, impossibilité de faire plusieurs choses à la fois, distractivité, voire anosognosie. Et donc, il affecte du coup toutes les tâches de la vie quotidienne, faire ses courses, conduire une voiture, utiliser un ordinateur, travailler au bureau. Il peut être très invalidant. Alors, passons maintenant aux troubles à symptomatologie somatique, tels que le définit le DSM-5 et la CIM-11. C'est vrai qu'en France, on a l'habitude d'utiliser troubles fonctionnels à la place, mais quand même, cette définition qui date un peu, puisqu'elle est de 2013, apporte quand même des éléments qui permettent de dépasser la question, comment dire, qui permettent de dépasser l'opposition réductrice entre organique et fonctionnel. Alors, ce trouble reste considéré comme un trouble mental en raison de la place occupée par les ruminations anxieuses dans sa définition, et les critères sont surtout fondés sur une sémiologie positive, c'est-à-dire il faut présenter certains critères et non plus négatifs, absence de critères. On ne trouve pas, par exemple, de lésions organiques, donc voilà, c'était un trouble fonctionnel. Cette nouvelle définition, au contraire, s'attache à des critères positifs. J'ai mis bon, vous la connaissez, la définition du DSM-5. Il faut savoir quand même qu'il y a dans cette définition, le côté excessif des différents critères me semble assez subjectif, d'où la difficulté, effectivement, à poser ce diagnostic, à faire des échelles d'évaluation. Il faut noter que l'absence de pathologie somatique n'est pas une condition nécessaire au diagnostic. Et puis, ce diagnostic de trouble de la symptomatologie fonctionnelle peut aussi être associé à une pathologie somatique. Donc, il met en lumière finalement l'interaction complexe entre symptômes somatiques et symptômes psychiatriques, et d'où la difficulté à différencier les causes et les conséquences. Il s'intéresse essentiellement sur la manière dont un symptôme somatique est vécu et appréhendé et géré par le patient. Ensuite, et la symptomatologie peut être commune avec troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles du stress post-traumatique. D'où la difficulté de diagnostic. Il y a bien sûr des facteurs prédisposants, dits déclenchants comme les traumatismes, ou des facteurs d'entretien comme les conduites d'évitement, la focalisation, les représentations anxiogènes. Voilà, donc très brièvement, puisqu'il nous reste 5 minutes, on va évoquer les retentissements psychiques. Qu'est-ce qui fait la spécificité par rapport à une maladie chronique, on dira ordinaire? C'est que d'abord, c'est une maladie qu'on connaît mal. L'amélioration est imprévisible. C'est ponctué s'il y a réinfection et très souvent, il y a des rechutes, des douleurs multiples, un état d'épuisement, etc. Et ça génère chez les patients vraiment des sensations de découragement, voire de désespoir. Il y a vraiment des limitations dans la vie quotidienne, dans les patients Covid long sévères, qui peuvent perdurer pendant des mois, voire maintenant des années, puisqu'on a des patients qui sont atteints depuis 5 ans, et ça génère beaucoup de pensées suicidaires. L'évolution donc de nouveaux symptômes tardifs, c'est-à-dire que parfois un nouveau symptôme arrive après 1 an, ça a une valeur traumatique parce que ces événements ne peuvent pas être anticipés. Pour d'autres patients, c'est les malaises post-effort très fréquents qui leur donnent l'impression qu'ils vont mourir et là aussi, c'est un peu du registre post-traumatique. Il y a une rupture biographique quand les patients réalisent qu'il s'agit d'une maladie chronique, puisque pour certains, ça ne s'arrange pas, voire ça s'aggrave. Et ça fait vraiment une rupture biographique et le deuil d'une bonne santé. On a quand même beaucoup de patients qui étaient en excellente santé avant, qui faisaient du sport et qui ne se reconnaissent pas. C'est pas moi, ça me ressemble pas. Et c'est vraiment le deuil d'un état antérieur.
Le problème aussi de cette maladie, c'est vraiment les écueils du parcours de soins, puisque quand une maladie est mal connue et comme un phénomène est mal connu, ça donne lieu à beaucoup de croyances, voire une certaine incrédulité devant cette pathologie. Et puis, il y a beaucoup de psychologisation, de psychiatrisation qui font que les patients ne se sentent pas du tout entendus, très fréquemment. Et la conséquence, c'est que les patients ont beaucoup de réticence à consulter des psychiatres ou des psychologues, puisqu'ils redoutent la psychologisation ou la psychiatrisation. Pardon. Oui, ce que j'allais dire aussi, c'est qu'il y a vraiment des difficultés à accéder aux services. Si vous nous demandez comment faire la prise de charge, vous allez voir que c'est encore balbutiant. Il y a une intrication. Oui, les patients peuvent aussi se sentir vraiment abandonnés par le système de soins et on a réfléchi vraiment à la définition de l'errance par opposition au nomadisme, c'est-à-dire l'errance, c'est quand il n'y a pas de réponse satisfaisante apportée, pas de diagnostic satisfaisant apporté à un ensemble de maladies, de symptômes, pardon, et le nomadisme, c'est d'aller voir beaucoup de médecins sans véritable raison. L'incidence, donc la vie quotidienne, donc comme on l'a un tout petit peu évoqué, c'est l'incapacité à remplir les rôles habituels, la gestion des tâches, les déséquilibres familiaux, la fatigue entraîne une désocialisation importante. Il y a très peu de travaux sur la vie sexuelle et sur la libido, mais les patients racontent que vraiment le couple est très entamé. Les aidants aujourd'hui s'épuisent. Il y a un impact professionnel indéniable, c'est-à-dire que la plupart des participants, des gens avaient une vie active, très active, et aujourd'hui, par exemple, à cause de la fatigue, du brouillard cérébral, la moitié de l'échantillon d'une étude ne pouvait pas retourner à temps plein au travail. Et puis, les patients, quand ils font des métiers avec des rôles cognitivement exigeants ou à haute responsabilité, doutent de leur capacité et ont une grosse perte de l'estime de soi. Alors, il y a un impact financier pour terminer qui est tout ce qui concerne la validité, le handicap caché et puis les réactions difficiles des collègues. Voilà, sur le plan financier, il y a des licenciements pour inaptitude. On est amené à faire des demandes à la MDPH, un stress financier important et l'aide qui provient souvent de membres de la famille, ce qui fait des tensions familiales. Voilà, je passe la parole en conclusion à Thierry. Thierry, donc sur la prise en charge pour finir, donc L'usine à gaz. Donc, les traitements doivent être symptomatiques dans un cadre pluridisciplinaire. Donc, ce cadre, voilà, je vous mets, les amis, le schéma de l'HAS, de la prise en charge. Donc, on laissera, vous voyez qu'il vous est laissera le regarder. assez complexe, effectivement. Bon, faut savoir que ça doit passer à chaque fois par des DAC, des dispositifs d'appui à la coordination de santé. Le médecin généraliste est au centre du dispositif. Et dans les situations compliquées, il faut faire appel à des cellules de coordination post-Covid départementaux. Bon, il faut savoir qu'il y a une disparité très importante selon les régions. Bon, c'est surtout développé en Occitanie, dans le Grand Est et en Île-de-France, un tout petit peu en PACA. Ensuite, donc dans la prise en charge, on va retenir la rééducation, donc générale, hein, pas seulement en psychiatrie. Donc la rééducation avec une place centrale du pacing, donc c'est-à-dire des efforts fractionnés, l'orthophonie pour les troubles cognitifs, la kinésithérapie pour les troubles respiratoires. L'information du patient, évidemment, est essentielle, y compris en particulier l'éducation thérapeutique du patient, le TP, une bonne hygiène de vie est recommandée. Des traitements médicamenteux sont à l'étude, donc tout ça, c'est encore balbutiant. Les antihistaminiques sont fréquemment prescrits. Donc, voilà, je les ai mis, le ginkgo, la furosémide, des antiviraux, mais ça ne marche pas très bien, des inhibiteurs de l'interleukine 6 pour les troubles inflammatoires. Il faut savoir que le Revia, qu'on utilise pour le sevrage alcoolique, pour la dépendance alcoolique, donne des bons résultats dans le traitement de la fatigue. Bon, enfin, des groupes de soutien et des associations de patients. Pour la prise en charge plus spécifiquement psychiatrique, on a bien sûr les traitements psychotropes,
donc les antidépresseurs conventionnels, inhibiteurs de capture de la sérotonine et surtout de la sérotonine et noradrénaline qui sont quand même plus efficaces, en particulier si c'est une dépression d'origine inflammatoire. On les utilise à petite dose avec une augmentation très progressive et les résultats sont assez rapides. Les anxiolytiques, bien sûr, la mélatonine pour les troubles du sommeil et il y a des études actuellement pour valider l'utilisation du méthylphénidate pour les troubles cognitifs. Une équipe brésilienne fait des recherches sur la stimulation magnétique transcrânienne pour les troubles cognitifs et enfin les psychothérapies. Bien, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention et nous allons pouvoir passer aux questions. Voilà. Merci beaucoup à vous. C'était très clair, en vue des messages aussi qui sont venus entre-temps dans votre présentation. Donc, on va commencer avec la partie questions-réponses. Je vais peut-être commencer par merci pour cette super présentation. Et puis, est-ce que vous pouvez nous préciser les liens entre la consommation de substances psychoactives et le Covid lent? Est-ce qu'il y a eu des études dans ce sens-là ou pas? Non, à ma connaissance, il n'y en a pas. On a regardé, l'utilisation euh, de, de Ritaline, on a regardé des choses comme ça. Non, Euh, il faut savoir, pendant la pandémie, on a eu une forte augmentation de la consommation quand même de drogue, de drogue, mais au sens large, hein. ouais, il n'y a pas eu de lien de causalité établi entre la persistance des symptômes du Covid. En tout cas, ça n'apparaît jamais comme facteur de risque dans les Voilà. études. Non. Alors, ce qu'on pourrait aussi vous répondre, c'est que probablement c'est assez mal documenté. Donc, D'accord. c'est pour ça peut-être que ça n'apparaît pas. Ok, merci. Il y a une autre question par rapport à est-ce qu'il existe un outil d'évaluation du brouillard cérébral? Oui, Oui, alors on a la MoCA, hein, ouais, euh, MOCA. Donc, ouais. mais le problème de la MoCA, c'est que c'est un outil diagnostique utilisé plutôt pour détecter Alzheimer et donc il a été validé chez les personnes âgées. Il y a eu pas mal d'études qui ont montré que la MoCA n'était pas très, qu'il y avait beaucoup de faux négatifs dans le cadre Le Covid, non. des troubles cognitifs du Covid long. Alors, en pratique, on s'adresse à des neuropsychologues qui font des tests extrêmement fins et comment dire, et puissants dans leurs réponses. Et le problème des neuropsychologues, c'est que le bilan coûte à peu près 300 euros, que ce n'est pas remboursé, sauf par certaines mutuelles. Et que c'est donc une grosse entreprise qui dure 3 heures et les personnes qui font ça mettent ensuite 3 heures à rédiger leur rapport. Donc, vous voyez, c'est hélas pas d'une pratique très aisée. Mhm. Notre question sur est-ce que les troubles psychiatriques et cognitifs sont-ils plus nombreux ou plus spécifiques dans le Covid lent que dans une autre maladie, donc par rapport à une autre maladie chronique? Ben, les troubles cognitifs, indéniablement, c'est vraiment au premier rang. Mhm. Alors que, par exemple, nous qui avons beaucoup travaillé avec des personnes atteintes par le VIH, il y a eu des troubles cognitifs au moment où il y a des encéphalopathies, quand il n'y avait pas d'antirétroviraux très efficaces, mais depuis le temps, on ne voit pas de troubles cognitifs, par exemple, spécifiques. Et pour les troubles psychiatriques, comme on a essayé de le dire un peu à la fin, bon, il y a tous ces phénomènes que j'ai décrits dans la première diapo, là, de neuroinflammation, de présence du virus, etc., qui doivent évidemment participer à la genèse des troubles psychiatriques. Et puis ensuite, il y a tout le retentissement qui vient vraiment altérer la qualité de vie, mettre les gens dans des impasses existentielles, vraiment des troubles de l'image de soi. Enfin, c'est vraiment une maladie qui a un retentissement extrêmement lourd sur le plan de l'existence de nos patients. Ouais. Il Mhm. faut dire qu'avant, le brain fog existait déjà, bien sûr, mais il était plutôt rare. Et Et le là, brain fog a été étudié et continue à l'être dans des effets indésirables des chimiothérapies dans les cancers. hmm. C'est la Mhm. première fois qu'on voit apparaître ce mot, c'est dans les chimiothérapies. Mais là, il y a une explosion. Il y a une explosion, effectivement, des cas de brain fog depuis le Covid long. C'est tout à Mhm. fait spécifique, hein, Hmm. à part donc les chimiothérapies. Et justement, par rapport aux symptômes du Covid lent, sont-ils corrélés à un taux élevé du spike dans le sang?
un taux élevé de spike, oui, de protéines spike. Mm. Euh, pff, euh, c'est- euh, on n'a tellement pas de marqueurs que je suis bien incapable de vous répondre. D'accord. Donc, Ça c'est pas connu doit. à cette heure-ci. Oui, ok. Non, je- en tout cas, ça ne fait pas partie des facteurs de risque connus, étudiés, hein. Ça ouais. n'a pas été. Enfin, c'est pas considéré comme un marqueur en tout cas. Hmm. Ok. Une autre question. Concernant les PET scans cérébraux, existe-t-il des aspects spécifiques en cas de symptômes dépressifs associés au Covid? Ben, notre ami Eric Gage, donc, qui a co-signé avec nous cet article, Mhm. qui vient de recevoir un prix de l'Académie de médecine pour ses travaux, regarde plutôt l'hypométabolisme. C'est-à-dire, je crois qu'on a mis un de ces articles, ou sinon on vous en procurera un tout récent, où on voit surtout la traduction des troubles neurocognitifs plus que des troubles psychiatriques. Ceci dit, il travaille aussi sur les troubles psychiatriques, mais là, il s'est intéressé vraiment aux troubles neurocognitifs. D'accord. Ok. Est-ce que du coup, il y a des profils de troubles cognitifs qui répondent mieux à À Pardon. la montadine? Ah oui, c'est ça. Et la Ritaline aussi. Pardon. Non, les études. Alors, il y a 5 études sur la Oui, oui, tout Ritalina. ça, c'est. Dans les 2300 études, il y a 5 études. Donc, c'est quand même pas très. Alors, on a dépassé un petit peu l'heure de toute manière, mais donc il y a beaucoup de questions encore sur lesquelles on n'a pas répondu. On va essayer de les rassembler et de les envoyer à nos intervenants pour avoir une réponse sur ces questions. Merci à tous de votre engagement, toutes vos questions très très enrichissantes. Désolée qu'on n'ait pas pu traiter tout, mais on va revenir vers vous avec les réponses et puis vous allez recevoir également un email dans les jours qui viennent avec le replay de cette session. Donc n'hésitez pas aussi à la regarder, à la diffuser autour de vous. Je voulais vous remercier aussi de votre participation à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plus de contenu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine session le 10 avril 2025, donc à la même heure, pour étudier le sujet de la prise en charge du trouble du jeu vidéo et autres usages numériques problématiques chez l'enfant et l'adolescent avec Dr Julia de Ternay. N'hésitez pas à vous inscrire pour la prochaine session et puis on vous dit à bientôt. Merci.